Alors, bonjour à tous. Donc, je vous souhaite la très bienvenue dans ce live et je suis bien content de vous avoir. Je suis bien content de pouvoir discuter un peu, de pouvoir parler et partager sur un sujet qui me passionne, un sujet qui m'intéresse. Alors, si jamais il y a des problèmes techniques, parce que ça arrive des fois, vous pouvez juste mettre en commentaire pour me faire savoir si vous entendez bien, si vous voyez bien, si tout se passe bien. Sinon, je vais m'arranger à ajuster. Donc voilà. Généralement, je vais peut-être attendre encore un petit 2 minutes, question de laisser au retardataire la possibilité d'arriver et avant de pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ta, ta. Bon, donc alors je vois qu'il y a 4 personnes qui sont connectées. Comment allez-vous? Comment ça se passe le confinement? C'est pas trop difficile, c'est pas trop ennuyeux. Vous n'êtes pas encore arrivé au stade de l'ennui ou au stade où vous êtes commencé à être désespéré. Donc voilà. Bon, je vais commencer directement pour parler un peu de mon expérience. Pourquoi j'ai décidé de parler un peu, de parler de mon expérience en lien avec l'anxiété? C'est pour une raison toute simple. Donc, comme je le mentionnais sur la photo où j'annonçais ce live, euh, je reçois quand même, enfin, ça fait quelques années que je suis psychoéducateur et donc en consultation, en accompagnement avec des personnes. Et souvent, quand les gens viennent nous voir en cabinet, ils se disent, Turelma qui dit, on est anxieux d'attendre. Donc voilà. Alors quand les gens viennent nous voir en cabinet, ils se disent qu'ils pensent que nous sommes forts, c'est-à-dire que ça ne nous arrive pas d'être vulnérables, ou alors quand on vit des choses difficiles, qu'on sait exactement comment s'y prendre, qu'on sait quoi faire et que voilà, que notre vie est cool, relax, tranquille. Et d'ailleurs, si vous avez peut-être un membre de votre famille, un frère, une sœur, un ami ou quelqu'un dans votre famille qui a l'habitude quand même de s'occuper des autres, ces personnes aussi, ce profil de personnes, on a tendance à penser qu'elles sont bâties sur le roc et que rien ne, comment je peux dire, rien ne les perturbe, rien ne les secoue. J'ai un ami comme ça à qui je demande souvent, mais est-ce que toi, ça t'arrive d'avoir des problèmes? Tellement, voilà, il a l'air d'être en contrôle de toute chose. Donc, et l'autre chose aussi qu'on pense souvent lorsque nous sommes aux prises avec certains défis comme l'anxiété, tel que j'en parle aujourd'hui, c'est que nous sommes seuls. C'est que on a l'impression que nous sommes les seuls à vivre cela, que nous sommes les seuls à traverser cette situation et que les gens autour de nous, bah, finalement, ils s'en sortent pas mal du tout, hein. Donc oui, ils ont l'air d'avoir des problèmes, mais ils gardent ils semblent garder leur morale, ils semblent garder les pieds sur terre et que nous sommes peut-être les seuls que certaines situations déstabilisent. Et pour commencer, je voulais vous montrer quelques petits chiffres et petits schémas peut-être qui vont nous aider un peu à comprendre quelque chose. Alors, je vais vous afficher ça à l'écran, comme ça vous allez pouvoir suivre avec moi. Les premiers chiffres que je vais vous donner aujourd'hui sont du Québec, ça concerne le Québec. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées là en France, au Cameroun, aux États-Unis, enfin d'autres pays là que c'est international. Donc pardonnez-moi, aujourd'hui j'ai des données du Québec pour commencer, mais quand même à la fin j'ai des données de plusieurs pays aussi. Et je ne vais pas faire cette partie théorique très longue parce que je voudrais vraiment plonger dans le sujet de mon expérience personnelle tel que je vous ai promis. Voilà. Alors voici la première chose que je voulais vous montrer. Je vais juste m'assurer que ça s'affiche bien à l'écran et que vous l'avez. Voilà. Alors ça, ce sont des données de la santé mentale au Québec. Et il y avait 2 questions en fait qu'on a posées. La source, c'est Statistique
Québec et Statistique Canada, là, qui sont des sites sur lesquels je me fie souvent, je me réfère beaucoup. Et on a posé deux questions aux personnes. Premièrement, est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez de votre capacité à gérer les difficultés au quotidien? C'était la première question. La deuxième question, c'était de savoir s'il arrive un événement imprévu, à quel point est-ce que vous vous sentez à l'aise, préparé à pouvoir vivre cela? Un peu comme le Covid est arrivé avec le confinement, donc c'était imprévu, personne n'avait planifié. Donc à quel point on a demandé aux gens, à quel point est-ce que vous êtes à l'aise de pouvoir affronter ce genre d'événements? Alors on voit quand même que sur la première question, on a à peu près 5% des personnes qui disent bah, moi, je n'ai pas une très bonne capacité là. Je pense que je ne suis pas bon à gérer les choses au quotidien. Ensuite, nous avons pour la deuxième question, nous avons eu 10% des personnes en fait. Donc la question de savoir est-ce que vous êtes capable de gérer des difficultés là s'il arrive un imprévu. Nous avons eu ça monte un peu plus là. On est à 10% de personnes qui disent bah non, je ne suis pas capable de pouvoir gérer si jamais il y a quelque chose qui arrive là, s'il y a une difficulté qui arrive de façon impromptue. Donc, je vais progresser un peu. Donc, on va arrêter celle-là. On va aller à la prochaine. Alors, la prochaine, on a posé, en fait, lorsqu'on regarde, parce qu'une des choses qu'on voit un peu, lorsqu'on pose souvent des questions aux gens pour savoir à quel point vous êtes prêts, est-ce que vous vous sentez capable de pouvoir vivre certains événements, ce qu'on voit, c'est que les réponses le nombre de personnes est sous-évalué. Parce que évidemment, chacun veut se montrer sous un beau jour, chacun veut dire qu'il est capable d'affronter les choses. Donc souvent, quand on a un 10%, ça équivaut, c'est la réalité est beaucoup plus. Et là, je vous montre des chiffres. On a regardé un peu le stress, la détresse psychologique chez les personnes, toujours au Québec, dans la même population. Et là, on se rend compte que de 5% de personnes qui se disent, bah, je suis capable de bien gérer mon quotidien, on se retrouve quand même à plus de 20%, donc une personne sur quatre qui vit du stress et de la détresse psychologique. Donc, ça nous donne quand même une idée sur le fait que nous ne sommes pas seuls à vivre certaines situations, même si autour de nous, au travail et dans les différentes relations que nous avons, chacun essaie de se montrer au meilleur jour et de faire comme si ça va bien quoi qu'il arrive à gérer. Pour parler de l'anxiété en tant que telle, donc vous pouvez regarder là la dernière ligne de ce tableau, vous voyez que les troubles d'anxiété, ça représente ça représente 10%, c'est-à-dire une personne sur 10 a vécu des troubles d'anxiété là, et on parle vraiment au Canada. Donc là, je suis sorti un peu du Québec, on est au niveau du Canada. Tout à l'heure, je vais arriver avec des chiffres sur la médicalisation, donc la, la quantité de médicaments en fait que les gens prennent pour aller bien. Et c'est ma prochaine diapo là. Vous allez voir. Euh, Est-ce que je l'ai ici? Je dois l'avoir quelque part en termes de médicalisation. Je pense que c'est celle-là. Voilà. Donc, on regarde quand même que en termes de consommation d'antidépresseurs, alors je vous demande de regarder un peu entre 2000 et 2011, donc en 10 ans, donc comparer les deux barres, vous voyez qu'il y a eu comment je fais ça, une progression énorme en termes de consommation donc d'antidépresseurs. Et, euh, et si j'essaie même de prendre au niveau plus général, en termes de médicalisation, bah, au Québec, en fait, on voit que 16% des personnes de 15 ans et plus ont consommé au moins un médicament, donc prescrit pour des problèmes de santé mentale. Donc voilà. Bon, moi ça va un peu arrêter ici la partie théorique parce que c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Je vous ai promis de ne pas vous parler comme euh, un professionnel de la santé, mais de vous partager mon expérience personnelle en lien avec ça. J'ai pris quelques notes, hein, donc vous allez m'excuser. Euh, donc j'ai quelques notes que j'ai prises pour ne pas oublier. Donc on m'a dit la dernière fois que lorsque je bouge mes feuilles, que vous entendez, ça fait du bruit. Alors je vais essayer de faire attention cette fois-ci. Voilà. Mon histoire.
Disons que lorsque j'ai publié comment je veux dire ça, l'information sur le live d'aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé. Il y a une personne qui a réagi, qui a dit, qui a republié et qui a dit que l'anxiété c'était comme un conjoint, soit un ex-conjoint ou alors un conjoint actuel. J'ai beaucoup aimé l'image. Disons que l'anxiété m'a prise de court de façon personnelle. C'est arrivé à un moment où je m'y attendais vraiment le moins. C'était un moment où on va dire que bon, j'étais beau, j'étais en pleine ascension, c'est-à-dire je terminais mes études en maîtrise, je faisais une maîtrise en génie mathématique informatique, je venais de terminer mes études, j'avais de très très belles perspectives en termes d'emploi avec des offres d'emploi dans différentes entreprises. Donc j'étais jeune, j'avais quoi, 22 ans. J'avais 22 ans, j'allais avoir un travail que je voulais avec un très bon salaire. Je savais même pas ce que j'allais faire avec l'argent, tellement les conditions étaient bonnes. Et c'est là où l'anxiété vient bizarrement frapper à ma porte. Et c'est arrivé à travers une petite question qui m'est arrivée comme ça, mais de me dire, mais c'est bizarre quand même, hein. Depuis que je suis enfant, on me dit que le bonheur, là, vous savez, la plénitude, ça va être toujours. Alors, il faut que tu ailles à l'école. Alors, quand tu vas réussir à l'école, bah, tu seras heureux. Non, et quand pendant que tu es à l'école, on te dit, mais non, quand tu vas avoir un travail, tu seras heureux. Ensuite, le travail, on te dit, bah, seras, euh, quand tu auras une famille, tu seras heureux, ainsi de suite. Et là, j'étais quand même arrivé à un moment où j'avais coché plusieurs cases et je me disais, mais c'est bizarre, c'est ce vide-là que je ressens, c'est quoi ce truc? Et là est arrivé la première question, le premier questionnement, je devrais dire, qui m'a amené à l'anxiété. Je me dis, mais en fait, à quoi ça sert cette vie-là? Est-ce que c'est vrai que je vais me dépenser autant, que je vais donner autant euh, de moi pour ne pas finalement être heureux? Et là, je voyais, la comparaison était tout de suite venue dans ma tête c'est quoi la différence entre moi et un animal? Non, excusez-moi ceux qui aiment beaucoup les animaux, donc vous allez me pardonner. Je les aime aussi. Mais c'est ça, je me voyais vraiment, je me disais, c'est quoi la différence entre moi et un animal? C'est-à-dire que c'est comme si ma vie était programmée. Donc, dès que je nais, il faut que j'aille, je grandis, il faut que j'aille faire des études, après des études, il faut que je me marie, après le mariage, il faut que j'ai des enfants, après des enfants. Bah, déjà, pendant ce temps-là, il faut que je me trouve un travail, ensuite que je travaille, que j'ai une famille et tout, et puis il faut que j'aille à la retraite, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, juste à y penser là, j'étais angoissé. J'étais vraiment angoissé. Je me disais, mais c'est pas possible, je vais pas vivre une vie comme ça, où j'ai l'impression que tout est programmé et que je dois juste suivre le fil des événements. Alors c'est là où, bon, les premières fois, tu balayes ça du revers de la main, tu te dis, ah, écoute, t'as un bon salaire qui va arriver là, tu vas avoir un emploi et tout. Donc tu mets un peu, tu écartes l'idée. Mais tranquillement, l'idée fait son chemin. Et là, tu commences à avoir un peu de l'angoisse hein, par rapport à ça. Tu te dis, ouh, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais pas bien? Donc tu commences à te poser des questions. Bien sûr, avant de poursuivre plus loin, j'aimerais tout de suite préciser que l'anxiété se manifeste sous plusieurs formes, hein. Donc, il y a l'anxiété, on peut vivre de l'anxiété par rapport à différentes situations, par rapport à différents contextes. Donc, c'est sûr que quand je parle de mon anxiété aujourd'hui, je vais en parler dans un contexte particulier, celui qui est le mien. Mais peut-être que certainement, si vous avez déjà expérimenté l'anxiété à un moment donné, le contexte peut être différent et la situation qui va vous entraîner de l'anxiété peut être aussi différente, même si les mécanismes d'anxiété sont les mêmes et peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je vais décrire plus loin. Donc voilà. Alors, à ce stade-là de ma vie, si je reviens, je retourne par rapport à l'anxiété, je me dis, bon, il faut faire quelque chose. Yannick, il faut que tu fasses quelque chose. Donc là, je me pose sur ma vie et je fais comme plein de jeunes hein, qui décident, bah, je vais aller faire une année de projet humanitaire, je vais aller faire le tour du monde, je vais faire quelque chose pour changer la vie, pour essayer de trouver un sens à ma vie. Et là, je rentre dans une organisation en fait qui proposait aux jeunes de pouvoir vivre une expérience de communauté tout en travaillant ensemble et en menant certaines actions en fait auprès d'autres jeunes. Et
Ce qui était génial, c'est que bah, j'arrive là, il y a tout plein de jeunes qui sont comme moi, des jeunes qui savent faire de la musique, qui ont plein de talent, et puis là, on se met à faire des choses, et mon anxiété s'écarte tranquillement, tranquillement. Et dans cette communauté-là de jeunes, on pouvait soit faire une année de formation, ou alors décider de poursuivre sa vie là-dedans. Parce qu'en fait, c'était une communauté, j'avais décidé, comme certains aussi peuvent l'avoir fait à un moment donné, de me dire, bah, si les études et tout ça ne me donnent pas un sens, bah, je vais peut-être aller regarder du côté spirituel. Donc, c'était une communauté religieuse dans laquelle j'étais. Donc, et avec la vie que je vivais là, je me disais, ouh, enfin, je me sens vivre là, les relations, au niveau spirituel, je sens que je suis en train de m'élever, donc je sens que je suis en train de me développer. On parle maintenant de développement personnel. Et donc arrive la fin de l'année, et durant cette fin de l'année, nous devons partir. Le nom de l'organisation, Kelly Fallon demande le nom de l'organisation. Alors, ça s'appelle Marie Jeunesse, Famille Marie Jeunesse. Donc voilà. Euh, donc, pardonnez-moi, j'essaie de lire les commentaires au fur et à mesure, mais je vous avoue que ce sont mes premiers lives là, donc voilà. Mais je pense que jusque-là, je suis bon en termes de réponse aux commentaires. Donc voilà. Euh, Donc, alors la fin de l'année arrive et évidemment, à la fin de l'année, il faut se décider, c'est à voir si on poursuit l'expérience ou si on part. Et devinez quoi? Je ne savais pas si je voulais partir et je ne savais pas si je voulais rester. Et donc là, je commence à être anxieux, je commence à être angoissé et je me dis waouh, et je suis comment je peux dire, omnibulé par une seule chose, je veux faire le bon choix, je ne veux pas me tromper. Et comble de malheur, cette expérience m'arrive pendant que nous sommes en voyage. Nous sommes en voyage à Assise, donc en Italie. Donc imaginez-vous, vous êtes en Italie et puis il fait beau. Donc à Assise là, c'est moi je peux dire ça, c'est une des places là qui est patrimoine qui est placé comme patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est très beau, c'est très mignon, c'est le soleil. Bon, on veut en profiter quand on y est. Et c'est là que l'anxiété vient me frapper de plein fouet. Donc je commence un peu là, je vais vraiment, j'ai écrit, hein, j'ai pris le temps d'écrire pour être sûr que je vous dis vraiment comment je vivais. Donc là, il y a une idée qui m'obsède. C'est euh, quand je pense à pouvoir continuer l'expérience, donc c'est la fin d'un projet, quand je pense continuer l'expérience, je suis angoissé. Je me dis, waouh, il y a quelque chose à l'intérieur de moi comment dire ça, qui est paniqué, littéralement. Et quand je me dis, bon, bah, je vais partir, je ne me sens pas mieux. Il y a quelque autre chose aussi qui est paniqué. Donc là, je suis coincé entre deux chaises. Je ne peux, si je vais à gauche, je suis angoissé, je vais à droite, je suis angoissé. Là, je reste entre deux chaises et je suis quand même angoissé de ne pas prendre des décisions. Et là, plus les jours avancent, plus je me sens vraiment, comment dire ça, pris comme dans un étau. Et là, je commence le soir comme ça. Pendant la journée, ça allait parce qu'on avait des activités, des visites et tout. Mais pendant la nuit, je souris parce que je vois le commentaire de Cédric qui dit nous on savait quoi faire avec l'argent, c'est bon. Donc voilà. Alors la nuit, je me réveille, j'ai des palpitations, j'ai du mal à respirer. Des fois, j'ai l'impression que on dirait que quelqu'un m'étrangle, je manque de souffle, je cherche mon souffle. Et là, j'étais à 1 heure du matin, je vais frapper hein, à la porte d'un de nos superviseurs et je lui demande, ah, il faut que je te parle parce que là, ça va pas. Donc, je suis paniqué. Et je comprenais pas parce que c'est la première fois que ça m'arrivait. Moi, j'étais quand même quelqu'un qui est assez confiant, qui est, comment dire ça, je ne souffrais pas de questionnements ou de choses spécifiques qui auraient pu me faire croire que j'aurais pu vivre quelque chose du genre. Et là, c'est vraiment le moment majeur de ma crise, de la première crise d'anxiété. Et j'ai pas de solution. Premièrement, à cette époque-là, je sais pas ce que c'est l'anxiété. Euh, J'avais jamais lu dessus, voilà. Et donc je donne toutes sortes d'interprétations.
Et donc, j'essaie de vivre au jour le jour, j'anticipe la nuit quand elle arrive, j'essaie d'aller frapper chez quelqu'un lorsque la crise monte. Là, je me dis, mon Dieu, je suis en train de devenir fou. Qu'est-ce qui se passe? Je ne me comprends pas. Bon, quand même, le voyage finit par finir, si je peux me permettre l'expression. Donc là, on retourne au Québec. À l'époque, j'étais déjà au Québec. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une décision par défaut, c'est-à-dire que je ne suis pas reparti dans la maison de la communauté, mais pas parce que j'avais fait le choix, mais parce que je m'étais dit, bon, écoute, je sais pas quoi faire, alors je vais juste je vais aller chez un ami, puis je vais rester, je vais attendre que ça passe. Et ça a quand même duré plusieurs mois, c'est-à-dire que c'est plusieurs mois où je quitte un projet, mais j'ai pas d'autres projets. Et là, je commence déjà quand même à sentir que l'informatique, c'est-à-dire que mon diplôme que j'avais fait, j'ai pas fait ce qui m'a amené à aller chercher du sens, j'ai pas fait le tour de la question. Et je sais pas si je me sens vraiment prêt à retourner en informatique. Donc je veux poursuivre un peu cette espèce de quête-là. Alors, et donc ça dure à peu près 6 mois où je vis une certaine anxiété, une certaine inquiétude, une certaine angoisse, mais quand même à des niveaux gérables. J'avais commencé à ce moment-là à apprendre ce que c'est que le lâcher prise. Donc, me parler tranquillement, me raisonner, me dire non, ça va aller, tu vas trouver, t'inquiète pas, un jour à la fois. Et j'étais soutenu, j'avais vraiment des personnes merveilleuses qui m'ont soutenu. Alors, 6 mois plus tard, je rentre dans un autre projet qui arrive et qui me remplit de joie, qui me transforme. Et puis là, je décide d'embarquer de nouveau dans une autre communauté. Et ça se passe bien. Ça se passe bien. J'ai passé 3 ans là-dedans. Et à la troisième année, je tombe malade. Et quand je tombe malade, je peux pas continuer. C'est-à-dire pour continuer le travail. Et c'est bizarre parce que c'est une maladie psychosomatique. C'est-à-dire que le médecin vérifie et tout, il me dit, mais mon gars, tu vas très très bien, il n'y a aucun problème. Je comprends pas de quoi tu souffres. Donc, mais je suis, comment dire ça? Et je sais quand même ce qui me préoccupait à ce moment-là, parce qu'après les 3 ans, aussi, je devais prendre une décision importante de savoir euh, est-ce que je reste, est-ce que je poursuis dans la communauté ou alors est-ce que je change. Je sentais que je sentais que ma mission, en fait, j'étais appelé à aider les personnes, à travailler auprès des personnes, mais je savais pas si cette formule-là était bonne. Donc c'était dans un monastère d'ailleurs pour ceux qui se posent la question. Et donc ça commence à monter en moi mais j'arrive à gérer, c'est-à-dire que enfin quand j'ai commencé à être malade, je n'ai même pas du tout fait le lien avec mon questionnement. Je me suis dit bon, c'est deux choses séparées. Concrètement, qu'est-ce que j'avais? J'avais des engourdissements, je ne sentais pas mes jambes des fois. J'étais fatigué. C'est comme une hémorragie de fatigue, hein. Donc j'étais fatigué vraiment. Donc j'ai lu là, ok, l'angoisse, bah oui, l'angoisse était là. Euh, et donc j'avais vraiment plein de symptômes psychosomatiques. Donc je ne pouvais plus continuer, je décide de sortir. Alors imaginez, vous sortez d'un projet quand même comme ça, vous avez passé 3 ans et ça s'arrête d'un coup. Un peu comme le, le, le Covid là est venu arrêter plusieurs personnes d'un coup. Vous aviez un projet en cours, vous aviez quelque chose en cours, vous étiez déjà projeté et puis là, paf, du jour au lendemain, ça s'arrête. Ou ça prend une forme que que vous n'aviez pas anticipée. Donc, je peux comprendre, hein, actuellement, on parle beaucoup d'anxiété en ce moment. On a des personnes qui vivent de l'anxiété par rapport à la situation du Covid. Je peux comprendre parce que pour plusieurs personnes, le changement est arrivé. Le changement est arrivé de manière drastique. Et on n'a pas de plan de rechange parce qu'on n'y a pas pensé. On ne s'attendait pas à se retrouver là-dedans. Et là arrive donc un moment où je lâche quelque chose parce que j'ai pas le choix et je vais vers autre chose, mais je sais même pas vers quoi je vais parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais pas planifié. Et là, je commence à vivre une espèce qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Il faut quand même vivre, hein. Il faut se lever le matin, il faut quand même, il faut quand même avancer. Donc, j'ai trouvé un emploi en informatique, donc l'informatique qui était mon premier amour.
Et je me suis mis à travailler, même si c'était pas ce qui me passionnait. Je savais déjà à ce moment-là que l'informatique n'était pas ce qui me passionnait, mais j'ai commencé à travailler. Donc je faisais mes tâches comme tout le monde. Donc les gens ne se doutaient même pas que je traversais ce moment-là. Et quand je rentrais le soir à la maison, des fois ça allait bien, et d'autres fois j'étais encore pris de panique là. Donc je me levais la nuit, et puis pareil, j'avais des palpitations, j'avais le sentiment de manquer d'air. Je me réveillais vraiment en angoissant. C'était comme, je cherchais l'air là. Euh, je me rappelle, j'allais à mon balcon, j'ouvrais, j'essayais de respirer. Donc j'ai eu ça une première fois. Bon, j'ai essayé de me calmer. Je comprenais même pas ce qui m'arrivait, parce que comme je vous ai dit, bon, la première fois ça m'était arrivé, je m'étais dit bonjour, bonjour Inès. Donc la première fois, ça m'était arrivé, ça faisait 3 ans, donc 3 ans et demi. Donc j'avais oublié. Là maintenant, j'étais dans une nouvelle phase. Euh, donc là, je me retrouve en train comment dire ça, d'angoisser, d'avoir des symptômes physiques vraiment très très forts. Et je me dis, je suis en train de devenir fou, ça y est, c'est foutu. Tu es en train vraiment de devenir fou. Et à ce moment-là, j'ai rencontré, enfin que je connaissais déjà avant, donc une personne formidable, une dame, d'ailleurs, sœur Diane, je ne sais pas si elle est là, donc Diane qui m'a accompagné pendant ce temps. Et donc, je ne voulais pas en parler, hein. Au début, je ne voulais pas en parler parce que je me disais, mais les gens vont me dire, tu es fou, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui t'inquiète? Je disais, tu as un travail, tu travailles en informatique. Je vois Tanguy qui dit vécu, ouais. On dit, bah, tu as un travail en informatique, tu as des diplômes, tu as un bel appartement, tu es jeune, tu as la vie devant toi, mais qu'est-ce qui t'inquiète? Pourquoi tu es aussi euh, angoissé au point d'en perdre les moyens? Ben, je ne savais pas. J'étais incapable de dire ce qui se passait. Donc, et j'avais vraiment l'impression que j'étais face à un mur. Ouais, 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 effectivement, on devient fou en le sentant venir. Et là, tu as l'impression, là, c'est pas, je ferme les yeux, j'ai l'impression vraiment d'avoir un mur devant moi ou d'être dans une boîte et que je suis enfermé et que je ne peux pas en sortir. Donc, quand vous êtes dans cette situation-là, vous pensez que ça ne va jamais finir. Vous pensez que vous n'allez jamais redevenir comme avant. Et c'est très paniquant. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai pensé au suicide. Bah, évidemment, avec le parcours que j'avais eu dans les communautés et tout, je m'étais dit, bah, je ne pouvais pas parler de suicide ouvertement, mais je me suis dit, ah, je comprends ce qui s'enlève la vie. Je comprends ce qui arrive au point de dire, cette vie n'a plus de sens, je suis dans une boîte, je suis vraiment, je suis dans le noir complet, je suis convaincu que ça ne va pas changer, et je ne vois pas comment ça peut changer. Et donc, voilà, comme ça, oui, Simone, je peux parler effectivement de ma lettre. Et donc, et j'avais l'impression de vivre à côté, c'est-à-dire que les autres vivaient. Et moi, c'est comme si, quand on parle la Bible de la santé mentale, dans le DSM qu'on utilise en Amérique du Nord, donc où on répertorie tous les problèmes de santé mentale. Un des symptômes qu'on parle lorsqu'on parle d'anxiété, on appelle ça la déréalisation, c'est-à-dire le sentiment d'être déconnecté de la réalité. Donc il y a ce sentiment-là que je vivais. Et donc, tu te dis, bah, j'ai plus ma place dans cette vie. Je vois plus pourquoi, je vois pas pourquoi est-ce que je dois continuer à vivre. J'ai pas de sens. Et puis, somme toute, même si je disparais, il y a personne oui, les gens vont pleurer un peu, mais je suis vraiment pas utile en tant que tel. Et on n'arrive pas à se raisonner. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile avec l'anxiété. C'est parce que un autre symptôme dont on parle, c'est de dire que la réaction qu'on a est exagérée par rapport à la situation qu'on vit. Et souvent, les personnes, peut-être que vous l'avez été, hein, vont avoir tendance, lorsqu'on va avoir quelqu'un qui est anxieux comme ça, qui est préoccupé, on va lui dire, mais non, ça va aller, tu sais, c'est pas si grave. Et puis, on essaie d'amener la personne par la raison à pouvoir diminuer l'anxiété. Mais ça ne marche pas toujours. L'anxiété est, comment dire ça, est tenace et résistant
à, à la logique des fois. Et lorsqu'on a une attaque de panique, lorsqu'on a comme ça une attaque de panique, bah, c'est hors de contrôle. On peut même pas dire. Des fois, j'avais quelque chose qui, euh, ouais, excusez-moi, Tanguy qui dit j'aurais été très mal si tu avais fait ça, franchement, oui, j'imagine bien, j'imagine bien. Donc, euh, quoi dire, je sais plus, j'ai perdu un peu, un peu, un peu mon fil. Donc, disons que à ce moment-là, je me retrouve vraiment dans une situation pénible. Et ce qui m'a aidé, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai réussi à en parler. Je me suis dit non, il faut que j'aille chercher de l'aide. Mais j'ai pas été chercher de l'aide dans, dans ma famille parce que je me disais, premièrement, je voulais pas les paniquer, numéro un. Et puis deuxièmement, je me disais, bon, comment ils vont interpréter ça? Ils vont se dire que, je sais pas, je suis devenu fou, quoi que ce soit. Donc je me suis retourné vers quelqu'un que je connaissais, une dame mûre, donc assez âgée, que je savais qu'elle avait comment je vais dire ça, une sagesse et une très bonne écoute. Et je lui en ai parlé. Et là, elle a commencé à mettre les mots sur ce que je vivais. Oui, merci Diane. Merci Diane. Elle a commencé à mettre les mots sur ce que je vivais. Et elle m'a dit, à n'importe quelle heure quand ça arrive, appelle-moi. Et c'est ce que je faisais. Donc pendant plusieurs semaines, vous vous imaginez, j'appelais à minuit, j'appelais à 1 heure du matin, j'appelais à 2 heures du matin. Et elle était la personne qui au téléphone me disait, OK, tu vas aller dans ton balcon, respire, prends une grande respiration avec moi, compte jusqu'à 5. Voilà. Donc, et là, j'étais vraiment sous assistance, comment je peux dire ça, sous assistance respiratoire, si je peux dire ça. Donc, quelqu'un vraiment qui m'aidait pas à pas sur comment faire. Euh, et ça, c'est une des choses dont je me suis rendu compte que si j'avais pas aidé, et à l'extérieur, personne ne pouvait soupçonner le drame que j'étais en train de vivre. Personne, personne, parce que je suis de nature souriante, donc quand je sortais, je faisais ce que j'avais à faire, je faisais mon travail, donc personne vraiment ne pouvait savoir que je, je, je vivais ça. Bon, alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je voulais dire encore par rapport à ça? Euh, ouais, bah, je vais passer à la phase suivante. Donc, pendant ce temps où je vis quand même un moment d'incertitude énorme, je dois quand même trouver il y a des gens qui me disent, mais là, il faut quand même que tu fasses quelque chose de ta vie. Tu sais, ça fait, tu as essayé plusieurs chemins. Bon, là, tu es en informatique. Et puis là, je commence à me questionner hein, parce que je sais, oui, je vis de l'anxiété, mais en même temps, je vis aussi un questionnement par rapport à c'est quoi ma place dans ce monde-là? Je sens que je ne suis pas fait pour l'informatique et j'ai pas envie de continuer à travailler juste pour un chèque de paie parce que je sens que ça va être long, très long. Et je me dis, mais c'est pas possible, je vais pas rester, je vais pas vivre, je vais pas avoir une carrière de 30 ans, 40 ans pour espérer enfin vivre lorsque je vais arriver à la retraite. Et je me dis, ça marche pas dans ma tête là, c'est pas possible. Et quand j'arrivais en informatique là, quand j'arrivais au travail, il était quoi? J'arrivais à 9 heures. Je vous jure là, à 10h30, je regardais ma montre comme toutes les heures, genre ça va finir quand? Euh, c'est, euh, Parce que j'avais l'impression littéralement de perdre mon temps, de perdre mon temps. J'avais l'impression de passer à côté de ma vie. Et que oui, je travaillais, oui, j'avais un chèque de paye, mais j'étais pas épanoui, j'étais pas, et je me suis dit non, il faut pas que je continue parce que de deux choses l'une, soit je vais finir aigri et que je serai complètement, comment je peux dire ça, nuisible aux personnes qui vont m'entourer, à mes collègues, ou alors je sais pas moi, je vais finir par, par me tuer. Il y a quelque chose qu'il fallait que je fasse, il y a un changement que je devais faire. Et évidemment, après avoir vécu toute cette instabilité que j'ai vécue, penser à un autre changement, sans même savoir lequel, ça m'a gardé aussi dans une période d'anxiété euh, énorme. Donc, grâce à Diane, j'ai réussi à calmer, comment je peux dire ça, les grosses crises de panique, mais il y avait quand même encore une incertitude, il y avait quand même encore des temps, une espèce d'anxiété latente que je continuais à vivre.
Et à ce moment-là, bon, donc je commence à chercher un peu qu'est-ce que je vais faire, vers quoi je peux m'orienter. Je sais que j'ai envie d'aider les gens, ça c'est certain, c'était clair pour moi. Je pense au journalisme, je pense à la psycho, mais là je me mets à rencontrer des gens toujours grâce à Diane là qui m'accompagne dans mon parcours. Et tranquillement, les choses commencent à s'éclairer. Et je décide finalement grâce aussi à mon oncle hein, qui est mon mentor, Monsieur Ferdinand Ezembe, qui est psychologue en France, que je salue d'ailleurs, qui me dit, bah regarde, la peut-être que ça pourrait être une bonne chose pour toi. Donc regarde parce que je t'entends. Et puis je me dis que ça pourrait peut-être être quelque chose qui tirait. Bon, je je décide de commencer. Et là, je me dis, bon, encore des études. Encore des études. Études, ça veut dire... euh, études, ça veut dire quoi? Études, ça veut dire que bah, il faut trouver de l'argent pour payer des études. Et après, il faut encore reprendre le temps, investir du temps pour faire des études. Et là, je suis même pas sûr que cette fois-ci, le choix que je vais faire est le bon. Je sais pas si je fais le bon choix. Et j'insiste là-dessus. Et ça, vous allez comprendre que ça, c'est l'histoire de mon anxiété. L'histoire de mon anxiété, a toujours été de dire, j'ai tellement toujours voulu bien faire que je suis toujours, euh, comment dire ça, euh, obsédé par le fait de faire le bon choix, la bonne chose. Et, et donc là, j'ai fait le choix d'aller en psycho. Et bon, je me dis, je vais quand même aller tester le terrain. Donc je vais, et puis je m'inscris à une mineure, donc au programme d'une année où je peux prendre des cours et tout. Et pendant ce temps, je commence à faire des cours, les cours. Et bah, toute cette année-là, je vis de l'anxiété parce que je me dis, et puis les gens me le rappellent, hein, les gens, on a souvent des bons amis ou la famille qui me rappellent, qui me dit, bah, franchement, toi, tu cherches quoi dans la vie là? Écoute, tu as fait informatique, tu as été dans cette communauté à Marie-Jeunesse, ensuite ça t'a pas suffi, tu es allé dans un monastère, Fraternité monastique de Jérusalem, pour ceux qui se posent la question. Maintenant, tu décides encore de changer de profession, mais écoute, hein, à un moment donné, il faut que tu prennes la vie comme on prend le taureau par les cornes et que finalement, bah, tu finisses par te dire que la vie, c'est pas une partie de plaisir et que bah, on va, il faut faire des choses même si on les aime pas. Donc, vous avez toutes ces personnes, toutes ces comment je veux dire ça, toutes ces euh, comment dire, je cherche le mot, mais disons tous ces commentaires extérieurs qui commencent quand même, qui me laissent pas indemne là, donc qui me font réagir. Et là, je recommence à vivre des moments où je me rappelle très bien. J'étais dans le bus un jour en train de rentrer de l'université et là je sentais souvent, comme je le sens venir là, je sens comment il y a quelque chose qui est en train de monter, de l'ordre pas de la panique. Je me dis oh je suis dans le bus là, il faut pas que ça se passe comme ça. Là je commence à sentir que j'ai des palpitations, je sens la respiration qui commence. Et là j'avais appris à respirer, j'avais appris à me maîtriser, à contrôler mon corps, parce que ça c'est une des choses. Donc l'anxiété, généralement il y a, bon, si vous me suivez là, donc l'anxiété, il y a une partie très physique qu'on a du mal à contrôler souvent. Il y a une partie évidemment dans les pensées, donc des idées qui rentrent et dont on a du mal à se débarrasser, même si on veut s'en débarrasser. Et puis finalement, il y a la partie comportementale, dans des comportements qu'on va faire parce on est anxieux. Et donc je suis dans le bus et là ça commence à monter. Je me dis, ok, respire, ça va aller, ça va bien, tout va bien. Et il me restait, je pense, 5 minutes de bus. Ça a été les 5 minutes les plus longues de ma vie dans un bus. Dans un bus. Euh, Parce que j'ai tellement travaillé pour me contrôler pendant ces 5 minutes pour ne pas faire une crise de panique. Et finalement, je suis arrivé chez moi, j'étais content. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant plusieurs... Et c'était pas tous les jours, mais c'était de temps en temps que ça arrivait. Et je ne pouvais pas prévoir quand ça allait arriver. Je ne pouvais pas savoir ce qui allait déclencher cela. Et donc, j'avais peu de contrôle là-dessus.
et je savais même pas, c'est pas comme si je pouvais me raisonner. J'étais dans, je savais juste que j'étais dans une situation qui était difficile à vivre et qui me générait une certaine angoisse, une certaine anxiété. Donc pendant un an, j'ai vécu ça et puis petit à petit, ça s'est calmé. Évidemment avec les stratégies que j'ai utilisées et tout. Et ce qui m'aidait beaucoup durant ce moment-là et durant tout le temps que j'ai vécu l'anxiété, c'est vraiment j'ai appris à vivre au temps présent, à conjuguer l'existence au présent. Là, on parle beaucoup de méditation de pleine conscience, se recentrer sur toi, sur soi, pardon, sur toi. À cette époque-là, je connaissais pas encore c'est quoi la pleine conscience. Et donc, mais je la pratiquais parce que, évidemment, avec l'aide que j'avais eue, j'étais capable de dire, de dire, bah, je vais vivre là en ce moment, je vais profiter de chaque moment, je vais profiter de ce que je vis en ce moment. J'essaye de pas penser à d'autres choses. Donc, j'ai dû me pratiquer pour arriver à commencer à vivre cela. Et là, j'allais en psycho, mes cours me plaisaient. J'étais vraiment très très heureux. Et puis là encore pour venir ajouter à mon anxiété, il y a quelqu'un qui me dit, enfin, des amis black, excusez-moi, qui me disent une fois, mais toi tu allais faire psycho là, c'est pour aller consulter qui? Bah, les blacks, nous on ne va pas consulter les gens, on va pas voir les gens, nous on est solides, on est fort mentalement. Donc, tu es sûr de ton truc, et puis je ne suis pas sûr que les autres personnes, donc les occidentaux, les blancs ou autres couleurs, vont venir te voir parce que bah, écoute, un noir qui est psy là, écoute. Donc là, je suis encore déstabilisé. Et donc, des petites choses comme ça qui venaient comme me régénérer de l'anxiété à certains moments où j'avais réussi plus ou moins à trouver l'équilibre. Et bon, j'ai vraiment, comme je le dis, appris à conjuguer la vie au temps présent. Alors, ça fait un peu quand même, enfin, je pourrais vous en dire plus, mais disons qu'aujourd'hui, bon, vous voyez, hein, je suis entrepreneur, j'ai ouvert une clinique, une clinique privée, justement, Lumen Gentium, bon, on est sur la chaîne. Et effectivement, ouvrir une clinique, donc accepter de quitter le confort d'un emploi stable, d'un emploi dans le gouvernement qui t'assure un bon salaire avec des conditions pour aller ouvrir une entreprise et de quoi dans le domaine psychosocial, bah, c'est quand même du risque, c'est un risque. Et si vous m'avez suivi dès le début, chaque fois que j'avais un projet, un nouveau projet, donc c'est-à-dire que j'étais toujours paniqué par le risque que ça impliquait, le risque de me louper, le risque de ne pas faire le bon choix, le risque de ne pas réussir dans la vie. Et là, je pourrais faire le parallèle avec plein d'étudiants qui vivent l'anxiété de performance. C'est une espèce de forme un peu là d'anxiété de performance. Bon, bref. Donc, j'ai quand même réussi aujourd'hui, disons, à surmonter, à passer au-delà de l'anxiété, à me batailler avec. Et aujourd'hui, on se connaît. On se connaît. Et je suis capable de faire, d'être libre de cela. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, je ne vis pas de l'anxiété, au contraire. Mais ce qui fait la différence entre le moment où j'ai vécu de l'anxiété sans avoir de formation, sans être accompagné, sans savoir exactement ce que c'est, et maintenant où je suis formé, c'est qu'avant, je ne savais pas. Donc c'est comme si je me battais avec un adversaire puissant, fort, et invisible que je ne pouvais pas maîtriser. Là maintenant, que ce soit pour l'anxiété ou le stress ou d'autres choses, lorsque j'ai ces situations qui arrivent, je connais mon adversaire, j'ai pris le temps de l'étudier. Je sais quel genre de coup il donne et je sais aussi quel genre de coup je peux lui donner en retour. Donc on arrive quand même là à une bataille, à un corps à corps qui est plus égalitaire et qui fait en sorte que bah, j'arrive à mieux contrôler, j'arrive à mieux gérer. J'ai aussi mon thermomètre, je sais quand je suis au vert, je sais quand je suis à l'orange, où il faut déjà faire des choses et éviter d'arriver au rouge. Donc c'est un peu ça, je me dirais, l'histoire. Maintenant, si je devais un peu résumer, enfin une autre chose, je vais dire, c'est la dernière chose que je vais dire par rapport à ça. Ce que l'anxiété aussi m'a fait vivre, c'est la peur de l'engagement. Je suis arrivé à un point où, à chaque fois que je commençais une relation amoureuse et que ça commençait à devenir sérieux, et qu'on commençait à penser à l'engagement, je parle pas de mariage, mais je parle d'engagement, j'étais
paniqué, mais vraiment paniqué, et je commençais à me sentir mal. Et qu'est-ce que je disais à la fille? Vraiment, pardonnez-moi, toutes celles qui ont été mes copines, je disais, on va faire une pause, s'il te plaît, parce que je n'arrive plus. Et elle ne comprenait pas parce qu'il y avait pas de problème en tant que tel. C'est pas comme si on avait eu une grosse dispute, qu'on ne s'entendait pas, mais c'est juste que la panique, l'angoisse que provoquait en moi l'idée de l'engagement était tellement forte que j'étais obligé de mettre une pause. Et la pause devenait ma porte de sortie. Donc, après la pause, là, je disais tranquillement, j'espérais que la personne comprenne tranquillement que, bah, écoute, c'est fini. Donc voilà, et ça aussi, je suis vraiment libéré de ça, donc c'est quelque chose que je n'ai plus. Et là, j'ai eu une autre personne qui m'a accompagné, qui est Yves Allary, dont je parle aussi. En fait, j'ai eu plusieurs personnes qui ont été vraiment des pierres angulaires, des lampes dans ma vie, qui ont été, comment je peux dire ça, qui ont été là pour moi et qui ont toujours su m'écouter sans interférence. Et ça, c'est très, très important. Si vous voulez vous faire accompagner par quelqu'un par rapport à l'anxiété, il faut que ce soit une personne qui vous écoute sans vous influencer, sans interférence, parce que ça risquera encore de générer plus d'anxiété. Et ce qui arrive souvent quand on est anxieux, bah, c'est quoi? C'est que quand on a plusieurs personnes comme ça et qu'on se confie, on a plusieurs personnes qui nous donnent des conseils, bah, ça nous rend encore plus anxieux parce qu'on ne sait pas c'est quoi finalement qu'on doit faire. Donc, hyper important. J'ai eu cette chance immense de pouvoir vraiment trouver à chaque fois des personnes qui étaient là pour m'écouter, qui étaient là pour pouvoir m'épauler, qui étaient là pour me dire ce que je vivais et pour me conduire tranquillement. J'ai dû des fois externaliser mes yeux parce que je n'arrivais plus à me comprendre. Donc j'avais besoin de me regarder à travers les yeux d'une autre personne, une personne mature, une personne formée, une personne, un professionnel, ça peut aider évidemment, évidemment. Donc voilà. Euh, je vais terminer un peu par, disons, quelques leçons que l'anxiété, que le combat, mon combat par rapport à l'anxiété m'a apporté. La première des choses, c'est que l'anxiété n'est pas une mauvaise chose. Et peut-être que vous allez dire, oh, qu'est-ce qu'il raconte? L'anxiété n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que à chaque fois, ça a été comme un voyant lumineux qui me disait qu'il y a quelque chose que tu dois regarder. Ne passe pas trop vite. Stop. Donc ça m'a obligé à faire une pause et à me regarder. Et quand c'était dur de me regarder, j'allais chercher de l'aide pour m'aider à me regarder. Donc l'anxiété n'est pas mauvaise parce que sans l'anxiété, peut-être que je ne serais même pas aujourd'hui dans une profession que j'adore, que j'aime énormément, qui me passionne. Les gens me disent souvent, mais comment tu fais pour écouter les problèmes des gens à longueur de journée? Moi, quand j'écoute les gens, ce que j'entends, c'est pas les problèmes. Mon cerveau est en mode solution. Je regarde, waouh, c'est quoi la prise? Où est la solution? Où est-ce que donc c'est comme ça et quand je sors de là, je suis vraiment, disons, je ressors souvent avec plus d'énergie que que quand j'y vais le matin. Bien sûr, il y a des histoires là qui m'assomment souvent, mais disons que sans l'anxiété, je n'aurais pas pris le temps de m'arrêter et de réorienter ma vie. Donc l'anxiété n'est pas mauvaise. Par contre, l'anxiété elle fait mal. Donc ça, c'est la deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que elle fait mal et elle peut conduire. On parle d'attaque de panique, mais elle peut conduire à la dépression, elle peut conduire au suicide. Donc on parle de comorbidité, c'est-à-dire des problèmes qui viennent souvent ensemble. On voit que l'anxiété est reliée à la dépression, l'anxiété est reliée aux problèmes de consommation, l'anxiété est reliée à l'automédication. Il y a d'autres choses. Donc, elle peut être dangereuse si on ne se fait pas aider et si on reste seul dans son coin à espérer que les choses vont bien aller un jour. Donc, ça, c'est la deuxième leçon que j'ai retenue. La troisième leçon que j'ai retenue, c'est que l'anxiété n'est pas nécessairement logique. Donc, il faut pas, comment dire ça, c'est pas toujours, essayer de se raisonner lorsque on vit de l'anxiété. Donc, c'est de dire, c'est pas toujours évident. L'anxiété n'entend pas toujours ce langage-là. Je pense que je l'ai déjà dit. Et donc, quand on a des personnes qui sont anxieuses autour de nous, on est tenté, et même moi encore aujourd'hui, je suis tenté de raisonner, de dire, mais regarde, pourquoi tu paniques? Il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Des fois, ça rassure les gens, mais à un certain niveau d'anxiété, comment je peux dire ça? À un certain niveau d'anxiété, la logique ne tient plus. Donc, il faut d'autres outils, il faut des gens qui sont capables de nous accompagner au-delà des simples
de la simple rhétorique de logique. La dernière leçon que j'ai apprise par rapport à l'anxiété, c'est qu'on ne peut pas la vivre seul. Vous ne pouvez pas traverser, vous ne pouvez pas traverser un certain niveau d'anxiété, hein, bien sûr. C'est difficile de traverser seul. Et peut-être que si vous réussissez à traverser, des fois j'ai vu des personnes qui viennent me voir qui ont réussi à traverser, mais ça a laissé des séquelles parce qu'elles n'ont pas été bien aidées. C'est pas donc. Et des fois on peut se confier, mais il faut trouver la bonne personne. Alors, si on a la chance d'avoir autour de nous des gens qui sont avisés, qui sont discrets, donc c'est hyper important pour se confier d'avoir quelqu'un qui va pas le répéter. Il faut pas juste dire ah c'est une bonne amie maintenant. Il faut s'assurer que la personne est assez avisée, discrète, qu'elle va pas vouloir faire de l'interférence et qu'en plus elle s'y connaît un peu, qu'elle s'y connaît un peu dans le sens où elle est vraiment capable de vous accompagner. Donc, et ça c'est une chose qui est hyper importante. Voilà. Alors, est-ce que j'ai des conseils? J'avais envie de terminer par des conseils. Euh, les conseils vont de soi, en fait, avec les constats que j'ai faits. Numéro un, vous n'êtes pas seul à vivre des choses difficiles et des fois qui vous donnent l'impression de passer pour un fou, pour une folle. Vous n'êtes pas seul. J'en ai parlé tout à l'heure, là on parle d'au moins 10% de personnes qui déclarent, j'ai dit qui déclarent, j'essaie sur le mot déclarer, vivre de l'anxiété, mais dans la réalité c'est beaucoup plus que ça. Donc vous n'êtes pas seul, donc d'autres personnes vivent, mais nous restons trop souvent dans notre espèce de, de, de cocon à penser que nous sommes seuls à vivre quelque chose, à vivre cela et on n'ose pas en parler. Donc, et numéro 2, par rapport à ça, ne restez pas seul avec vos démons. Peu importe hein, que vous soyez fort comme Hercule ou je ne sais pas, ne restez pas seul à un certain moment, allons chercher de l'aide. Donc, avoir une oreille, avoir des gens, ça c'est important, qui vont croire en vous, même lorsque vous n'arrivez plus à croire en vous. Ça c'est important. Et ça, ce sont des gens que j'ai eu qui croyaient en moi, donc qui voyaient en moi ce que je n'arrivais plus à voir. Ils étaient capables de me le dire. Ça c'est bon. Et puis, hyper important. Alors ça c'est hyper important. Je sais que c'est pas évident lorsqu'on vit de l'anxiété, mais ce qui est hyper important, c'est de croire et de croire que ça ne va pas être ça, notre vie jusqu'à la fin. De croire que c'est une fenêtre de temps qu'on est en train de passer. De croire que c'est vraiment un moment de notre vie et que si on fait les bons pas, si on est accompagné par les bonnes personnes, on va s'en sortir. Et c'est ça qui conduit souvent au suicide parce que quand on est dans l'anxiété, on a du mal à croire que ça pourrait être autrement demain. C'est la même chose avec la dépression. Donc il faut vraiment croire et croire que c'est une fenêtre de temps durant laquelle vous êtes éprouvé et que en faisant les bons pas, vous irez mieux. Donc ça, c'est vraiment chose numéro 1. Et quand j'ai vécu des crises de panique, l'anxiété, les deuxième, troisième fois, j'avais ça en tête. Je me disais non, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je sais que je vais m'en sortir. Je ne sais pas par où la lumière va venir, mais je sais que la lumière va venir. Et c'est ça qui me tenait, qui était comme ma canne, là, qui me tenait au moment où c'était difficile. Et voilà. Bon. Alors, je vais terminer. Je vois. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah, je vais terminer par quelque chose. Je voudrais vous montrer quelque chose d'important. Donc, ça va s'afficher à l'écran. Alors, est-ce que c'est ça? Oui. Alors, ça, c'est quelque chose d'important. Attendez, je vais l'afficher là. Alors, oui, je voulais vous montrer quelque chose. Lorsqu'on parle, en fait, j'espère que je pense que ça s'affiche à l'écran. La majorité des gens, lorsque ils vivent quelque chose de difficile, et ça ce sont des statistiques que j'ai, je pense que c'est toujours au Québec là, il y a plus de 80% des gens qui ne vont pas consulter lorsqu'ils ont des défis. Et on a à peu près, disons, 7% de personnes qui en parlent, mais qui en parlent dans leur réseau, donc qui en parlent à leur famille, qui en parlent à des amis, qui en parlent à un proche. Et on a environ 3,6% de personnes, donc 4% de personnes qui vont aller voir un professionnel. Donc ça, c'est ce qu'on a actuellement. Donc la première des choses que j'ai à vous dire, c'est que premièrement,
que ce soit vous qui vivez l'anxiété ou que ce soit quelqu'un d'autre, il y a quand même près de plus de 7% de personnes qui vont en parler dans leur réseau. Alors soyez une oreille attentive parce que vous pouvez pousser la personne à faire le bon pas lorsqu'elle vous en parle, soit parce que vous êtes capable de l'aider, de l'épauler, soit parce que vous êtes capable de la mener tranquillement à aller chercher une ressource. Donc, on parle quand même de 8% des personnes. Et lorsqu'on va regarder la prochaine diapo, alors je regarde hein, parce que c'est trop petit, ça s'affichait petit chez moi. Donc on voit que vous avez les chiffres là par rapport à combien de personnes qui vont consulter un membre de la famille, combien de personnes ont consulté chez un ami et quel est le pourcentage de personnes qui ont consulté d'autres personnes. Bon, une des choses dont j'ai déjà parlé et je vais revenir là-dessus tranquillement parce que c'est important. L'automédication, on voit une augmentation. Donc, on parle quand même là, je l'ai dit au début, je le répète, parmi les médicaments là qui sont les plus consommés et souvent, et ça c'est un fléau dans les universités, c'est pas nécessairement des médicaments qui sont prescrits, mais des anti-anxiolytiques parce que ça vient calmer. Donc on voit qu'il y a des enjeux là-dedans et que vous pouvez être quelqu'un qui fait une différence par rapport à ça. Et lorsqu'on le sait, lorsqu'on le détecte assez rapidement, on est capable d'apporter des solutions. Alors pourquoi je vous en parle? Là, je vais rigoler un peu. Peut-être parce que je vais rigoler en disant que c'est peut-être parce que j'ai une clinique et que je voudrais que vous veniez tous à ma clinique et que je m'occupe de vous. Mais en disant qu'en plus sérieux, oui, une des raisons qui m'a poussé à faire ce métier, c'est parce que je veux vraiment faire la différence. Et donc, je suis là et je ne suis pas seul d'ailleurs dans la clinique. Vous pourrez consulter sur le site internet, nous sommes plusieurs. Donc, on peut aider, on peut aider par visioconférence là une séance ou quelques séances, ça dépend de vous. Donc ça c'est la première des choses. L'autre chose aussi que j'aimerais dire, enfin, l'autre chose en fait qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est qu'il y a trop de personnes qui restent emmurées, qui restent enfermées dans le silence, dans le noir et qui sont perdues en fait, qui vont s'enlever la vie. Donc pour moi c'est important que nous essayions premièrement pas de dédramatiser et surtout de déstigmatiser la santé mentale premièrement autour de nous et de normaliser. Ça fait tellement de bien lorsque quelqu'un vient te dire quelque chose qui vit de l'anxiété, lui dire je comprends, ça peut arriver, c'est normal. Et puis, donc ça c'est hyper important. Donc pour moi, c'est ça ma mission et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et moi, je veux apporter une différence, mais je ne peux pas le faire seul. Donc voilà ce que je vous propose. Premièrement, si vous avez besoin là d'être accompagné par rapport à un enjeu d'anxiété ou pas, bon, j'ai mis en commentaire un lien sur lequel vous pouvez juste mettre votre adresse courriel et on se fera un plaisir là de pouvoir vous accompagner, ou même de discuter avec vous pour voir quel est votre besoin. Ça peut se faire individuellement, ça peut se faire en groupe. L'autre chose en fait qui est hyper importante, peut-être qui regarde la majorité des personnes, c'est que j'aimerais en fait vous inviter à être des lampes. Vous savez, quand on se promène, là j'ai parlé de mon parcours et durant mon parcours j'ai parlé de Diane, j'ai parlé de Pierre, j'aurais pu parler d'Antoine Emmanuel, j'aurais pu parler, en fait ils sont nombreux là à m'avoir épaulé à un moment donné ou à un autre. Et moi je voudrais vous inviter à être des lampes. Si vous ne savez pas comment faire, là, c'est toujours sur la même page là que vous allez voir en commentaire. Vous pouvez aussi laisser votre courriel là et dire je veux contribuer. Même si vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez aider. Et là, on va réfléchir, on est en train de réfléchir en fait pour savoir comment est-ce qu'on peut créer, comment est-ce qu'on peut mettre à contribution chaque personne. Et c'est hyper important, ne vous dites pas que vous ne pouvez rien faire, vous pouvez faire quelque chose, ne serait-ce que diffuser des petits messages sur votre mur, ne serait-ce que des vidéos, peut-être s'il y a des personnes qui veulent partager leur expérience, ce serait possible de partager l'expérience et on peut vous appuyer là-dedans, on peut vous aider là-dedans, disons qu'il y a de quoi faire. Donc laissez nous votre courriel si vous êtes intéressé à contribuer et on va pouvoir travailler là-dessus ensemble. Voilà. Alors, j'ai beaucoup parlé, il est exactement 13h dans 1 minute, ça va terminer notre live. Et je vais aller regarder. Une dernière chose que je voulais vous dire aussi. Chaque vendredi, j'ai un live. Donc, je fais un live là sur la page. Il y a une publication. Si vous regardez les dernières publications de la page, vous allez voir quand vous demande quels sont les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Alors, si le sujet n'est pas là, écrivez-nous le sujet en bas de
du live et on va se faire un plaisir d'aborder ce sujet. Là, je vais rester quelques minutes avec ceux qui veulent et je vais prendre aussi le temps de lire des commentaires parce que j'ai pas réagi aux commentaires au fur et à mesure parce que je me suis rendu compte que je suis pas bon pour faire deux choses en même temps. Donc là, au début, je répondais aux commentaires, mais là, à un moment donné, j'ai un peu arrêté de répondre. Donc là, je vais lire les commentaires. Continuez à envoyer des commentaires, comme ça, je pourrai répondre à vos commentaires pendant ce temps-là. Voilà. Merci pour votre écoute et voilà, je lis les commentaires. Ouais, Turelma qui dit que les anxiolytiques font partie des médocs les plus vendus, oui, effectivement. Ouais, oui. Bon, je regarde d'autres commentaires. Ah, Fabiola dit partager le direct. Ok, super. Donc partager le direct, effectivement, si ça c'est déjà une façon de contribuer très très simple. Oui, partager le direct et partagez-le avec un commentaire personnalisé. Souvent, quand on fait juste partager, les gens ne vont pas en parler. Donc, mais si vous mettez vraiment un commentaire personnalisé, peut-être dire une chose qui vous a touché dans cette vidéo, ça va permettre à d'autres personnes de venir lire, de venir lire. Je suis très très ouvert par rapport à vos commentaires. Donc écrivez-moi. Regardez, je pense que je peux mettre l'adresse. Je vais écrire mon contact. Donc s'il y en a qui veulent m'écrire directement, je vais écrire mon contact. Là, vous allez pouvoir vous allez pouvoir m'écrire. Donc je suis très ouvert aux commentaires pour voir comment est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui vous a plu ou autre. Alors c'est yannick.fouda@commercialmylumen.ca. Vous l'avez aussi sur sur la page Facebook, en fait, dans les coordonnées. Donc là, je vais l'afficher. Vous allez voir, il va s'afficher à l'écran. Est-ce que ça s'affiche? Bon, j'arrive pas à l'afficher. Alors, regardez l'adresse courriel. Je vais le mettre en commentaire. Génial, je vais le mettre en commentaire. Et comme ça, vous allez pouvoir. Je le mets en commentaire tout de suite. Ça va être plus simple. Ok. Donc ça, c'est bon. Merci beaucoup, Michel Essois, pour tes commentaires. Oui, Simone dit j'ai beaucoup d'anxiété. Tu as exactement décrit ce que j'ai vécu. Ben, en tout cas, ça montre une fois de plus que nous sommes plusieurs à vivre cela. Donc, d'où l'importance de partager et puis de faire, de se tenir là. Oui. Donc, je vais aussi vous remettre là en, en commentaire. Je vais vous remettre le lien où vous pourrez vous inscrire si jamais vous êtes intéressé à contribuer d'une façon ou d'une autre ou peut-être à avoir une séance là pour pouvoir discuter un peu de votre situation. Donc je vous remets ça tout de suite en commentaire. Ah, vous l'avez vu. D'accord, moi je ne le voyais pas en fait. Merci merci Kelly pour de mentionner cela. Mona Delez qui dit je me reconnais dans tout ce que tu as vécu car mon parcours est similaire au tien. Ouais. Donc merci Mona pour le commentaire, merci beaucoup, c'est apprécié. Et je pense que le fait de pouvoir d'être plusieurs comme ça à témoigner en fait, à dire ce que vous avez vécu, bah, ça va aussi permettre à d'autres personnes d'avoir le courage peut-être de faire ce qu'il faut, de se rendre compte que c'est quelque chose que nous vivons tous et de faire quelque chose qu'il faut pour ça. Voilà. Voilà. Alors, je vais prendre le temps de lire tous les autres commentaires, donc je prendrai vraiment le temps de les lire. S'il y a des questions par exemple, que vous avez posées pendant que je faisais mon live et auxquelles j'ai pas répondu, je vais y répondre. Donc, surveillez le fil des discussions, je vais vous répondre. Et je vous donne rendez-vous le vendredi prochain à midi pour le prochain live. Alors, vous allez certainement me demander c'est quoi le titre. Ben, je vous invite à aller commenter la publication là par rapport à ce que vous aimeriez qu'on aborde. Et les lundis, je m'engage là chaque lundi à publier quelle sera la thématique du prochain live.
Eliena, ma collègue qui est psychoéducatrice aussi. Merci pour ton humanité, un privilège de travailler avec toi. Écoute, Elena, on travaille ensemble et c'est pas pour rien. Ouais, je sais que tu es aussi quelqu'un de super bien. Donc voilà. Merci et au plaisir de se voir. Donc je vais mettre fin au live et avec la joie de vous retrouver vendredi prochain.